De partout, c'est elle que je vois. Même dans la foule, elle se démarque. Elle sait qu'elle fait mal. Elle trouve ça normal. T'as mis ton salaire sur la table. Elle s'en fout, elle te recale. Bonjour Alonso. Bonjour. Bienvenue dans le média Aloha News. Merci. Donc ton projet 100% est sorti, ça va faire quelques semaines déjà. Yes. Quel a été l'accueil du public? Quels sont les premiers, on va dire, accueils du public? Alors sincèrement, moi je vois ce disque comme un album de transition, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il faut 2-3 albums pour que les gens comprennent enfin où je veux aller. J'ai 20 ans de carrière, donc les 2 premiers jours, ma base fan était en mode écoute. Et au bout du 3e, 4e jour, les ventes sont tombées juste après et j'ai vu qu'ils ont totalement adhéré. Donc, petit moment de réflexion parce qu'il y a pas mal de nouvelles sonorités. Et ensuite, je pense qu'ils ont bien compris, ils me l'ont fait sentir et alors d'aujourd'hui, on est pas mal, on est à 2 doigts du disque d'or en moins d'1 mois, donc c'est cool. Est-ce que c'est difficile de se faire un avis sur Internet? Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs qui témoignent d'un espèce de nouveau DA sur le web, tu vois. Tout le monde qui se proclame comme ça. Ouais. Comment toi, tu fais face à cette nouvelle réalité-là, finalement? Je reste un être humain, donc bien évidemment que de temps en temps, je regarde un peu ce qui se passe sur le net, mais sincèrement, je ne fais pas gaffe. Parce que la vraie vie, c'est les gens qui viennent te voir en concert. C'est les gens que tu croises dans la rue. Et pas tout le monde a la parole facile sur Internet. Pas tout le monde est prêt à mettre un commentaire pour dire ce qu'ils en pensent, sans dénigrer ceux qui le font. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est ceux qui galèrent un peu, en fait, qui mettent des commentaires. Parce que moi, je promène, je vis, et les gens m'abordent, me parlent du disque, viennent me voir en concert, et je vois qu'il y a un gros fossé entre Internet et la réalité. Donc il faut faire très gaffe, parce que les artistes peuvent se perdre avec les commentaires. Dans l'album, j'ai trouvé qu'il y avait deux grandes thématiques, on va dire, deux grandes directions, c'est-à-dire, comme tu as dit, les nouvelles sonorités, etc., et ce côté un peu égo trip. Et l'autre côté, j'ai trouvé que dans cet album-là, tu te livrais beaucoup. Yes. Aussi, c'est assez personnel. On va parler du côté sonorité, afro, etc. Eh bien, avant, je me souviens, les rappeurs disaient, ou tout le monde disait, en gros, le rap français a 10 ans de retard sur les États-Unis. Yes. Aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression qu'avec le développement de l'afro-trap, par exemple, le fait que le rap français, en fait, a rattrapé ce retard en se réconciliant quelque part avec le patrimoine culturel africain ou des choses comme ça, tu vois, en ayant en tout cas une nouvelle direction qui n'existe pas encore aux States, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une aspiration. Exactement. Moi, je pense que oui, on a rattrapé le retard. Déjà, il faut savoir quand même que le rap français a son identité. Hein. C'est quand même le 2e pays au monde. On est proche de l'Afrique. Il y a beaucoup d'Africains en France et c'est vrai que ce côté afro qui ça fait maintenant quelques années est dans le paysage du rap français nous a fait beaucoup de bien. On peut voir un artiste comme MHD aujourd'hui faire une tournée américaine qui remplit les salles. On peut voir un French Montana ou autre, même Rick Ross il y a 1 an ou 2 ans de ça, qui sont partis faire des clips en Afrique. Moi, je pense qu'on n'a plus rien à leur envier, sincèrement, et que tôt ou tard, ils vont s'inspirer de nous. Même si jusqu'à aujourd'hui, on s'inspire beaucoup d'eux, le rap vient de là-bas, mais on a beaucoup de choses à proposer et ça s'étend même jusqu'aux Pays-Bas, jusqu'à beaucoup d'endroits. Moi, je le vois lors de mes showcases. Avant, aucun rappeur français pouvait faire des showcases au Portugal ou aux États-Unis ou au Canada. Et aujourd'hui, ça se fait beaucoup. D'accord. Et encore un point là-dessus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, avec le développement de l'afro-trap, eh bien, il y a un dialogue, une compréhension en tout cas qui s'est créée avec les parents, tu vois? Parce qu'avant, les parents ils disaient « Ah, vas-y, je sais pas ce qu'ils racontent avec ces trucs. » Et aujourd'hui, en fait, il y a moyen de se réconcilier avec une culture aussi, etc., tu vois? De fou malade, sincèrement. Moi, il y a un titre dans mon album qui s'appelle « La vraie vie ».
où je parle un peu du mariage et de l'équilibre d'une famille. J'estime à l'âge que j'ai que de se marier, de fonder une famille, c'est super important. Et il y a des sonorités afro sur ce titre-là. Et c'est vrai que ma mère, qui n'écoute pas du rap, qui n'est pas de cette génération-là, qui écoute pas ce que je fais tout simplement, parce que déjà c'est une femme pieuse, quand elle a écouté ce morceau, sincèrement, en plus je parle un peu en comorien dans le titre, et mes grandes sœurs, mes tantes, je t'avoue qu'elles ont kiffé. Et elles m'ont dit, ça c'est de la musique. Donc je partage ton avis, c'est vrai que ça a un peu, fédérateur. Voilà, rapprocher un peu nos aînés. D'accord. Et là, je vais faire une petite parenthèse parce que c'est un truc qui me titillait. Tu avais fait un featuring avec Black M, Gradure, MHD, etc., qui s'appelle Tout ce qu'il faut. Yes. Et à un moment donné, il y a une phase à la fin où tu dis tu me vois devant toi demain sur Snapchat, tu ne m'oublieras pas, je suis déjà dans une autre go. Est-ce que le mot go, ça a remplacé un autre mot? Non, même pas. Non? Même pas. Une go, c'est une meuf. Parce que tu vois, ça rime pas. Et moi, dans ma tête, avec mon esprit un peu mal tourné, je me suis dit, il y a un autre mot qui aurait pu rimer avec Snapchat. Tu vois ce que je veux dire? Non, même pas. Moi, tu sais, c'est vrai que la poésie, le rap et même la musique en général, ça doit automatiquement rimer, en fait. Tu vois? Mais moi, j'ai pas de mal à de temps en temps à dévier les règles. Tu vois? C'est même trop simple pour moi de finir en hâte par rapport à Snapchat, tu vois. Donc non, le mot go, c'était vraiment pour parler d'une meuf. Okay. Et si ça rime pas, c'est pas grave, c'est le dernier mot. Okay. J'ai rimé du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est volontaire. D'accord. Parce que moi, j'avais développé une théorie. Je me suis dit, comme c'est Black M, comme tu vois, il dit pas trop de gros mots et tout ça, tu t'es dit, bah, je vais m'adapter un peu à son bail, tu vois. Non, parce que c'est pas le premier feat que je fais avec Black M. On avait fait... Les yeux plus rock Marseille. Voilà. Et dedans, même si lui, il a un autre public, réécoute mon couplet, tu vas voir que je ne suis pas y allé de main morte. Je suis comme ça. S'il m'invite, je pense qu'il m'invite pour ce que je suis. Voilà, donc aucune censure. Je pense que c'est dans La paix n'a pas de prix. Tu dis, parfois je me demande pourquoi je continue dans le son. Ouais. Est-ce que, en fait, quels sont les facteurs? Parce qu'il y a d'autres phases comme ça qui reviennent dans l'album, où tu questionnes un peu, et tu dis, mais je me dis, quels sont les facteurs principaux qui donnent envie d'arrêter la musique, tu vois, ou de t'éloigner un peu de tout ce monde? C'est les mêmes facteurs qui font que je reste. La passion. J'ai appris très récemment ce que voulait dire vraiment le mot passion, qui vient du mot latin patior à la base. Et je ne sais pas si un jour tu as tapé sur Google, mais tu devrais taper, tu seras très étonné. Voilà. Le mot passion, il veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, en 2017, ça veut plus dire la romance, aimer, mais ça veut dire aussi subir. Il y a un côté destructeur. Un côté destructeur. La souffrance, c'est ça, être un passionné. Donc, quelque part, c'est ce qui fait que je reste. Mais c'est ce qui fait que, même si ça marche, je ressens quand même un mal-être. Va l'expliquer. Mais j'ai trouvé ma réponse dans Google en tapant le mot passion et du mot latin passion. C'est bizarre. D'accord. Voilà. Parce que je t'avoue que je ne savais pas. Je l'ai appris très récemment. Mais c'est un paradoxe, non, de se dire, de vivre entre les deux, deux sensations, quoi. De fou malade. On est des torturés. Je t'ai dit, moi, je kiffe ça. Mais en même temps, ça, mentalement, c'est difficile. Parce que voilà, il faut se renouveler, il faut savoir mettre son ego de côté. Surtout que c'est une musique générationnelle, le rap, ça passe. Moi, j'ai commencé avec des groupes dans les années début 2000 qu'aujourd'hui, on n'entend plus. Donc, je trouve que c'est une chance d'être là, mais c'est aussi beaucoup de travail, beaucoup de remise en question. Il y a la notoriété qui pèse beaucoup. C'est bien, mais en même temps, il y a des fois, tu as envie de te retrouver un peu, de retrouver le côté Kassim, c'est-à-dire qui est mon vrai prénom, le côté normal, tu vois.
Donc c'est pour ça que tu es tiraillé en fait. Entre je peux pas arrêter parce que je kiffe ça et je kiffe faire kiffer mon public. Et en même temps, c'est pesant aussi. Voilà, et c'est vrai qu'on le ressent beaucoup dans l'album. D'accord. C'est le côté 100%. Voilà, je me suis vraiment livré sur ce disque. D'accord. Dans le rap français, il y a pas mal de rappeurs qui ont arrêté aussi, comme tu l'as dit. Est-ce qu'il y a un rappeur qui te manque? Oui. Particulièrement? Oui, il y en a deux vraiment. Mais il y en a un qui n'a pas arrêté, mais qui n'est pas souvent là. C'est Laura Luciano. Il n'a pas arrêté parce qu'on peut le voir sur quelques projets. Mais bon, on aurait aimé qu'il sorte un long format. Et il y a aussi Salif, avec qui j'ai collaboré 2 fois, que je respecte beaucoup. Mais je respecte aussi sa décision, donc voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une collaboration qui t'a marqué à part Salif, bien sûr? J'allais te dire Salif. Parce que je sais que tu aimes beaucoup Salif, quoi. J'allais te dire Salif, mais une collaboration qui m'a marqué, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein, franchement, il y en a beaucoup, mais la manière dont travaille Jul, pour les gens qui ont des préjugés sur cet artiste, c'est quelque chose à voir, sincèrement. Voilà. C'est un auteur, compositeur, interprète, génie, fou, qui manie l'ordinateur d'une manière incroyable, sans avoir pris des cours de solfège. Je pense que même un musicien serait vraiment surpris. Parce que comme je dis, le plus dur à faire dans la musique, c'est la facilité. C'est comme dans le foot. Voilà. Il y a des joueurs qui vont tricoter, dribbler, perdre le ballon, faire perdre du temps à leur équipe. Et d'autres joueurs, en une touche de balle, vont faire gagner du temps à leur équipe et être efficaces. Et c'est ce que cet artiste réussit à faire en studio sur certains morceaux. Titre, j'écris, tu dis « Quand je vois la terre-mère se déchirer à la canne dans le racisme, pourtant arabe noir uni, c'est ce que je vis depuis tout petit. » Quand je vois la terre-mère se déchirer à la canne dans le racisme, pourtant arabe noir uni, c'est ce que je vis depuis petit, je comprends pas. Est-ce que, je parallélise le truc, est-ce que le communautarisme, eh bien, il existe aujourd'hui en France? Et comment expliques-tu ça, tu vois? Malheureusement, j'ai l'impression un peu. Je dis malheureusement parce que moi, je viens de Marseille et c'est une ville où il y a énormément de mélange. Comparé à Paris, il n'y a pas de quartier chinois, quartier... moi, dans mon quartier, j'ai grandi avec énormément de communautés différentes et ça t'apprend le partage. Mais quand il y a de gros événements, justement comme la CAN, pour rebondir sur la phrase, j'ai vu des communautés se déchirer pour du foot qui, à la base, devrait nous rassembler. Et j'ai vu des tweets passer qui m'ont fait mal au cœur. Parce que moi, j'ai des amis maghrébins et leur mère, je les considère comme ma mère. Et vice-versa. On a des Français qui parlent des Espagnols, des Portugais qui parlent le comorien, pardon, à Marseille. Et c'est vrai que pendant la CAN, quand on pouvait voir un pays du Maghreb affronter, je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, le Congo, et voir les insultes fusées, moi je t'avoue que je l'ai marqué parce que ça m'a choqué, parce que je n'ai pas grandi comme ça en fait. Voilà. D'accord. Donc ça existe un peu, malheureusement, ouais. J'ai l'impression. D'accord. Dans le titre 100%, donc c'est celui qui fait office d'entrée dans l'album avec le featuring avec Amel Bent. Tu dis derrière chaque homme se cache une femme. Et là, je te pose la question, pourquoi est-ce que derrière le rap français se cachent si peu de femmes? Pourquoi il y a si peu de femmes? Parce que c'est un milieu de machos, moi je pense. Hein. Sincèrement, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Hormis Jams, on n'a pas connu, c'est vrai, un énorme succès
féminin. Je pense que ça a été longtemps un monde où il y avait pas de place pour les filles. Aujourd'hui, quand même, on arrive à le voir avec Shai. Ouais. Mais c'est au compte-gouttes. Sincèrement, je pense que c'est encore un milieu de macho, mais ça va changer. C'est une question d'habitude, je pense. D'accord. Il y a aussi un titre, je pense, l'un des titres les plus forts de l'album qui s'appelle Papa Allo. Où ton fils te parle et quelque part tu converses en fait avec ton fils. Là, je reviens plutôt à ta fille que tu as eu à 17 ans. Yes. Et je pense qu'elle a 17 ans aujourd'hui. Aujourd'hui. Et en même temps, tu as eu ta fille très jeune. Yes. Et par exemple, il n'y a pas peut-être cette fracture générationnelle. Ça fait quoi d'être un papa cool, tu vois? Ça fait quoi d'être un papa cool? Je pense qu'on aurait tous aimé avoir un papa ou même une maman qui nous comprend. Qui arrive à faire face à cette nouvelle génération, à toute ces trucs nouveaux qui arrivent dans l'adolescence. Moi, j'ai 35 ans d'écart avec ma mère, donc il y a des choses que je ne pouvais pas parler avec ma mère. Et là, je pense que le fait d'avoir un papa cool, il y a des choses qui passent mieux. J'ai moins de mal, je pense, à converser avec mes enfants que peut-être moi avec ma mère, tout simplement. Donc, je pense qu'eux, ils me comprennent, moi, je les comprends. Je peux être cool, mais il ne faut pas qu'ils oublient que je suis aussi leur papa. C'est très important et que je suis là pour les aiguiller du mieux possible, leur donner toutes les armes pour qu'ils puissent combattre dans la vie. Voilà. D'accord. Dans le titre donc Papa Allo, tu parles du parcours d'une célébrité que tu es, et que voilà, une espèce d'absence avec ton fils, etc. Est-ce que justement avec l'absence de ce parcours d'une célébrité, eh bien, en fait on cultive en tout cas la même absence que le papa immigré qui venait charbonner, tu vois, qui est venu ici, qui charbonnait, etc., etc. Est-ce que c'est quelque part en fait la même continuité qu'il y avait avant, quoi? C'est fort possible parce que, tu sais, bizarrement, moi, mon papa était navigateur. Donc, il n'était jamais à la maison aussi. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Et ça fait partie aussi pour rebondir encore à une autre question, l'absence de mes enfants, de par mes voyages, tout ça, je me pose beaucoup de questions au niveau de ma carrière aussi. Pareil, est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je ne dois pas arrêter? Quand tu rates énormément d'anniversaires, quand tu sais que, par exemple, ça ne va pas bien à l'école, mais que toi, à distance, tu essayes de rectifier le tir, mais il faut être présent pour leur faire comprendre. Et toi, dès que tu arrives, tu n'es pas là pour les gronder parce qu'ils t'ont manqué. Donc, du coup, tu veux les prendre dans les bras, mais il faut que tu leur expliques que c'est... Donc, je pense que par rapport à ce qu'on a vécu, nous, avec nos pères, il y a des similitudes. Mais grâce quand même à la technologie aujourd'hui, avec FaceTime, tout ça, c'est un peu plus facile déjà. D'accord. Aujourd'hui, dans la société, il y a beaucoup de familles monoparentales. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Et la question, c'est est-ce que, par exemple, en tout cas dans les cités, etc., est-ce que pour des jeunes, etc., le plus dur, c'est pas finalement la réalité de la rue, mais c'est l'absence de ses proches, tu vois? Parce que je te dis ça parce que, par exemple, dans les morceaux de rappeurs... D'un père, par exemple, ou voilà, c'est ça. L'absence, ouais. Par exemple, dans les morceaux de rappeurs, par exemple, on a... voilà, quand on parle de la rue, il y a une manière parfois très on va dire, on explique qu'on l'a surmonté, voilà, on n'a pas peur et tout ça, mais l'absence, il n'y a jamais ce regard positif, quoi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que parfois on peut glorifier, entre guillemets, la rue, on dit, vas-y, on a vécu, on a passé le truc, mais j'ai l'impression que l'absence de ses proches, qui existent beaucoup dans les quartiers populaires, d'un père, d'une maman, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus douloureux, en fait. Je vois exactement ce que tu veux dire, mais je pense qu'en fait, des fois, on ne s'en rend même pas compte que c'est la cause du problème, en fait, l'absence.
Parce que sincèrement, ces familles monoparentales, il y a des fois, la maman, elle est dépassée, tu vois. Et c'est vrai que dans les textes de rap, on a tendance à glorifier la rue, dire qu'on a surmonté des épreuves, que voilà, on est des thugs, on ne baissera pas notre froc, tu vois. Mais c'est vrai que je ne sais même pas si on comprend vraiment d'où ça vient en fait. Et ça vient souvent du fait qu'on a grandi sans père, du fait on n'est pas conscient que nos parents ont traversé pour certains la Méditerranée ou sont venus de très loin pour qu'on ait une éducation pardon, correcte. Mais c'est avec le temps. Aujourd'hui, moi je le sais parce que j'ai 35 ans, mais les rappeurs qui marchent aujourd'hui, qui sont dans cette situation, ils ont la vingtaine. Ils n'ont pas le temps de penser à ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi aujourd'hui j'ai 35 ans, je peux avoir un regard extérieur et me dire c'est vrai que de grandir sans père, c'est pas évident parce qu'un avion pour voler il a besoin de ses deux ailes, tu vois ce que je veux te dire? Donc je pense qu'ils sont pas conscients et qu'avec le temps ça viendra et que même dans leurs textes tu vas l'entendre. Mais là à 20 ans, quand tu cartonnes, quand tu fais platine, tu es la star de ton quartier, tu peux pas penser à ça. Et je les comprends parce que moi j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à 12, 13 ans, j'ai signé mon premier contrat à 16 ans avec Akhenaton, j'ai été disque d'or à 19 ans, je sais très bien. Quand tu es dans l'euphorie, tu es jeune, tu pars, le quartier, on est là, tu vois, mais c'est avec le temps après, en tout cas je leur souhaite déjà d'avoir une longue carrière et que leurs écrits en fait changent et évoluent comme leur vie va évoluer. Voilà. D'accord, je vais m'avancer peut-être un peu. Est-ce que le titre Papa Allo, est-ce qu'il aurait pu aussi être destiné à ton père, à toi? Ce que je veux dire, c'est que sans le côté célébrité, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup. Beaucoup en fait. Beaucoup parce que moi en fait il y a eu j'ai perdu 2 fois mon papa en fait. C'est-à-dire que je l'ai perdu d'un divorce et je l'ai perdu de sa mort. Tu vois ce que je veux dire? Je l'ai perdu doublement en fait. Tu vois? Et je me suis toujours dit que j'essaierais de faire peut-être mieux que lui et de ne pas reproduire ses erreurs. En restant proche de mes enfants. Beaucoup. Elle me touche beaucoup ta question en fait. Parce que c'est vrai, elle est destinée à mon fils, mais elle peut être destinée à mon père et vice-versa, tu vois. Donc tu as visé dans le mille. Voilà. D'accord. En 2009, dans un morceau qui s'appelle Un choix, tu disais nous les malades des temps modernes. Que Dieu nous garde, nous les malades des temps modernes, tous volontaires à combattre le mal par le mal. Est-ce qu'on a guéri depuis? Non, ça va de pire en pire. Ben oui, ça va de pire en pire. C'est pour ça que aujourd'hui, moi, quand on me parle de oui, rap conscient, pas rap conscient, c'est vrai, avant le rap, il y avait énormément de revendications. Maintenant, il n'y a plus trop de messages. Justement, les rappeurs font des morceaux pour rentrer en club, pas en club. Moi, je dis, on n'a pas guéri, ça va de pire en pire. Et le meilleur moyen d'essayer de guérir, c'est de nettoyer la merde qu'il y a devant sa porte, au lieu de faire le grand médiateur et de vouloir faire le Che Guevara des temps modernes, et ça va amener nulle part. Tu vois, moi, quand je dis nettoyer la merde qu'il y a devant sa porte, c'est déjà être quelqu'un de bon, se lever le matin, se dire, voilà, je veux être quelqu'un de bien, je veux respecter mon voisin, je veux que mon voisin me respecte, je veux que mes enfants ont une bonne éducation, je veux partager, je veux respecter les autres communautés, les autres religions. Et je pense que si tout le monde ferait ça, je pense qu'on a un peu de chance de guérir.
Mais aujourd'hui, tout le monde s'envoie la pierre, tout le monde se renvoie la pierre, tout le monde se pointe du doigt, tout le monde dit c'est de la faute de lui, c'est de la faute de lui. Et ça va y aller qu'en descendant, sincèrement. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, revendiquer, c'est un bien grand mot, mais est-ce que ça a apporté ses fruits? Est-ce que c'est 30 ans de rap aujourd'hui à revendiquer, à dénoncer ce qui se passe dans le système? Est-ce que sincèrement, ça a vraiment apporté ses fruits? Les grands écrivains, les gens comme Kerry James, qui ont une belle parole, que ce soit Akhenaton, que ce soit, il y en a beaucoup, Medine, que ce soit des gens, alors tu vois, tout le mérite est pour eux, tu vois ce que je veux te dire? Mais aujourd'hui, je pense que, voilà, nettoyer la merde qu'il y a devant chez soi, déjà, c'est beaucoup. Et si on fait tout ça, je pense qu'il y a des chances pour qu'on s'en sorte. D'accord. Et une dernière question, ici on est en Belgique. Le rap belge a transformé le mot rap français, maintenant c'est rap francophone. Ouais. Qu'est-ce que tu penses toi, du rap belge? En tout cas des artistes belges plutôt. Alors sincèrement, tu vois, je ne vais pas faire le fin connaisseur, je ne connais pas beaucoup le rap belge, mais en tout cas, dans sa globalité, en tant que... Je sais qu'il y a beaucoup de beatmakers. Alors, moi, j'avais collaboré à l'époque avec une artiste qui s'appelait Ekila. Stromae, même si la variété française veut nous le voler, mais ça reste du hip-hop. Et c'est un Belge, Shai, Damso, Hamza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la scène belge est en train de se faire entendre et que il y a un avenir, mais vraiment un avenir prometteur pour la Belgique. Voilà, sincèrement. De partout, c'est elle que je vois. Même dans la foule, elle se démarque. Elle sait qu'elle fait mal. Elle trouve ça normal. T'as mis ton salaire sur la table. Elle s'en fout, elle te recale.